Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du CO7. C'est notre deuxième partie du blockbuster. C'est Deka, moi évidemment, toujours. Et je suis avec l'équipe habituelle du CO7. J'ai nommé Frigo. Salut. Pauline. Salut. Et Louis. Salut. Alors, deuxième partie, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, ça veut dire qu'on a eu une première partie. Donc on vous invite à aller écouter notre première partie sur laquelle on parle du blockbuster. Et on diverge, comment on dit, non ? Oui. C'est ça le mot ? On discute un peu. Voilà, ouais, bon, enfin bon, on passe de sujet en sujet, on s'éloigne des fois un petit peu, mais c'est, j'espère, toujours intéressant. Donc oui. On vous invite à aller écouter ça. Et puis, la deuxième partie, qu'est-ce que c'est ? C'est la partie dans laquelle Pauline, Louis et moi, on a choisi un film, en lien avec le thème évidemment, donc le blockbuster, et on va le vendre à Frigo, quoi. Alors, on peut dire déjà les films qu'on a choisis. Ouais. J'ai choisi Total Recall de Paul Verhoeven. Et toi, Pardon, j'ai choisi La planète des singes, les origines de Rupert Wyatt. Et moi j'ai pris Mad Max Fury Road de George Miller. Et donc voilà, c'est parti pour le premier round. Alors, premier round, c'est le round j'ai un petit bug, mais non, c'est de l'histoire, de l'intrigue, du plot. La fiche technique. C'est la fiche technique, ouais, c'est vrai qu'en plus je suis très ritualisé, donc faut faire attention à pas me sortir de mes trucs, après je suis perdu. Et donc, un round qui se veut succinct, dans lequel on va présenter très succinctement, très rapidement notre film. On va essayer de pas trop débattre dans ce premier round, et on fera ça plus dans le deuxième round, et c'est Pauline qui va commencer. Tout à fait. Alors, comme j'ai dit, j'ai pris Total Recall de Paul Verhoeven. Qui n'est pas un auteur américain, mais qui a fait pas mal de films aux États-Unis, et celui-ci en est un. Donc c'est un film américain de 1990 avec Arnold Schwarzenegger et Sharon Stone pour les têtes d'affiche les plus connues, mais du coup surtout Arnold Schwarzenegger qui est le personnage principal. Que dire, il fait 1h53 et du coup pour l'histoire, il est inspiré d'une nouvelle de Philip K. Dick qui s'appelle Souvenir à vendre, mais c'est que le début en fait. À partir du moment où on va dire l'action démarre vraiment, Verhoeven il s'est totalement écarté de la nouvelle. Donc c'est vraiment juste les bases de l'univers, on va dire, qui sont prises de Philip K. Dick. Et du coup l'histoire c'est un truc de science-fiction futuriste. On est en 2048. Un film. Ah. Un film de science-fiction. Qui se passe en 2048, sachant que le film a été fait en 90, donc c'était plus lointain que ça ne peut l'être pour nous aujourd'hui. Mm-hmm. Et le personnage principal s'appelle Douglas Quaid, et il est obsédé par des rêves qu'il n'arrête pas de faire, où il est sur Mars. Et il faut savoir qu'en 2048, bien sûr, les hommes ont colonisé Mars, et en ont fait un lieu de... Comment dire ? Enfin, se sont vraiment appropriés les lieux, etc. Et Dieu créa Elon Musk. Voilà. Mais sauf que Douglas Quaid, il comprend pas pourquoi il arrête pas de faire des rêves là-bas, parce qu'il est jamais allé sur Mars, lui, pour le coup. Il est toujours resté sur Terre, etc. Et du coup, ça devient vraiment envahissant pour lui. Et en fait, il va aller dans une société qui s'appelle Recall, qui implante des souvenirs faits sur mesure chez les gens. Donc en gros, il va passer tout un tas de questionnaires sur ce qu'il aime, sa personnalité, ce qu'il rêverait d'être, etc. Pour qu'on lui implante des souvenirs où il est un agent secret sur Mars. Donc voilà, et il va commencer le processus où en gros t'es endormi et on te fait rêver du souvenir qu'on a créé pour toi, etc. Sauf que ça tourne mal. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Et pour l'aspect blockbuster, c'est un film qui a coûté 65 millions de dollars, ce qui est quand même déjà pas mal comme budget, et qui en a rapporté plus de 260 millions au box-office mondial. Donc autant dire que le retour sur investissement était plutôt pas mal. Voilà, je crois que c'est tout. Et combien de temps ? 1h53. Okay. Et il est dispo sur Universiné. Ok. Et niveau accessibilité, en vrai, on n'en a pas parlé dans la première partie, mais les blockbusters en général, c'est du 10-10. Hein. Ouais, c'est très accessible. 10, ouais. Ouais, allez, on va faire l'accessibilité pour tout le monde. C'est du 10 pour tout le monde ? Oui. Oui. Bon, voilà. On n'aura plus besoin de cette question.
Écoute, je crois que j'ai pas spécialement plus de questions, parce que j'en ai déjà un peu entendu parler du film, donc voilà quoi. C'est marrant, c'est le deuxième film que tu prends tiré d'un Philippe K. Dick. C'est quoi le premier ? Le premier, c'était Substance Mort, là, le film de Linklater. Oui, c'est vrai. Je me souviens plus le nom du film. Darker Scan. Ouais. Que j'avais pris pour animation, effectivement. Ouais, c'est vrai. Et qui avait gagné. Donc, et qui avait gagné, donc c'est vrai. Philippe K. Dick, peut-être. Juste pour savoir, du coup, vous avez vu, vous, tous les deux, Total Recall ou pas ? Oui. Je crois qu'on a tous vu les films de tout le monde. Oui. Ouais. Bon, bah voilà. Ok, bon bah voilà. Et Louis, tu peux enchaîner. Hein. J'enchaîne directement. Ah bah oui. écoute, j'ai rien de plus à dire. Dis donc, c'est super rapide. Alors, moi, c'est La planète des singes des origines, Rise of the Planet of the Apes, de Rupert Wyatt, sorti en 2011. Donc, c'est un requel. Ouais, même pas, c'est un reboot en fait de la saga La planète des singes, dont le premier, La planète des singes, est sorti en 68 avec Charlton Heston. C'est tiré d'un bouquin français, La planète des singes de Pierre Boulle. Excellent bouquin. Je savais pas du tout. Ah ouais ? Non. Ah d'accord. Voilà. Donc excellent bouquin. Le film, donc je vais peut-être un peu spoiler le film de Charlton Heston. Non, par contre. tu spoil pas le premier. Ah bah c'est déjà un des spoils les plus connus de l'histoire du cinéma. Non, je refuse. Et c'est Pourquoi tu l'as pas vu ? Parce que je l'ai vu et que justement le fait de pas avoir été spoilé, pour le coup, c'est un des seuls spoils de ma vie où ça m'aurait vraiment fait chier parce que je trouve que c'est trop grand. Genre vraiment. Pourtant c'est un. Moi je Genre, tu l'avais pas vu venir. Pourtant, il y a plein d'indices et tout. J'étais pas du tout au courant. Enfin, je connaissais rien. Je l'avais pas vu venir un peu, mais pas tant que ça, non. Bah, de toute façon, c'est évident que ça va spoiler en fait La planète des singes de 1968. Ouais, c'est impossible en vrai. Bon, ouais, donc, La planète des singes, les origines, sorti en 2011, c'est avec Andy Serkis, Gollum, de Seigneur des Anneaux, son rôle le plus connu. Il fait un singe. C'est reconnaissable du coup. Voilà, exactement. En plus, il passe. Oh, le pauvre. Bah, il fait toujours des trucs comme ça. Mais là, récemment, si en vrai, c'est pas Alfred si, du c'est dernier Alfred Batman. dans The Batman aussi. Donc il joue César, donc un chimpanzé en performance capture, en motion capture. Performance capture, je sais plus motion le terme. capture. Je sais plus. Quasiment persuadé que c'est de la motion capture. Motion capture. Très bien. Merci. Donc je crois que la performance capture c'est beaucoup plus récent qu'Avatar, non ? Je sais plus. Je crois. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, il est en motion slash performance capture. Je pense que c'est la performance capture parce que c'est après Avatar, du coup. Oui, mais c'est surtout le dernier Avatar qui est en performance capture, je crois. Je saurais pas dire Je la saurais différence pas dire, entre c'est les un deux. des trucs. Je suis désolé, je saurais pas dire la différence. Je crois que justement que c'est un des trucs nouveaux du deuxième Avatar, la performance capture. D'accord. Peut-être que j'ai des conneries, mais je crois. D'accord, d'accord. Bon, je saurais pas dire. On va dire motion. Je vais dire motion capture, Je mais vais m'enseigner pour l'instant. voilà. Donc voilà. Pour les êtres humains, on a James Franco, un acteur. Donc c'est Harry Osborn dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Le bouffon vert junior. Le bouffon vert junior. Ouais. On a John Lithgow, qui est un acteur américain qui fait beaucoup de second rôles, et notamment, il joue dans un second rôle dans All That Jazz et dans Blowout. Dans Blowout, c'est celui qui fait le tueur. Ok. Il y a aussi l'actrice Freda Pinto, qui est une actrice qui est très connue à l'époque, a été assez bankable à Hollywood parce qu'elle venait de sortir de Slumdog Millionnaire. Aujourd'hui, elle a un peu disparu. Et dans un petit rôle, je le mentionne, il y a Tom Felton. Est-ce que tu sais qui est Tom Felton ? Et voilà, de tête, non. Si je te dis Drago Malfoy. Ah ouais, sérieux ? Ouais. Ah putain, oui, ça. Ouais. Il y a Drago Malfoy dans Wow. La planète des singes des origines. Et bah dis donc. Peut-être que je peux revenir sur Oui, performance je veux bien. et motion capture. Alors, la motion capture, c'est une technique du coup qui consiste à enregistrer les mouvements d'un acteur à l'aide de capteurs placés sur son corps, ça on sait. Et ça enregistre en gros les mouvements, ça les met sur un modèle 3D. Ouais. Et donc voilà. Beaucoup disaient pour les effets spéciaux, les jeux vidéo. C'est Ok, ouais. Performance capture, c'est beaucoup plus précis. Parce que ça prend du coup les mouvements, mais aussi les mouvements Du faciaux du visage. Ouais, et donc les tu peux émotions, retranscrire le jeu de l'acteur fidèlement. Donc Mais c'est je crois ça. que c'est Donc du performance c'est de la Et donc, performance oui, capture. je me suis renseigné aussi sur du coup le film que tu as choisi,
c'est de la performance capture. D'accord, merci. Mais mais alors je sais pas pourquoi j'ai pensé à Avatar, mais je crois que là, du coup, avec l'Avatar 2, ils ont encore repoussé Oui, encore plus oui, le truc oui, de performance Mais, capture à des niveaux pas atteints. Mais donc du coup, oui, c'était bien la Parce qu'ils ont fait des trucs de ouf, parce que par Mais exemple, culpa. Sigourney Weaver, elle est rajeunie, Oui. mais en performance. Enfin, Ouais, non, mais c'est donc dingue. il y a Ouais, c'est impressionnant. Truc de fou. Donc c'est de la performance capture. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de César, qui est un chimpanzé qui grandit en laboratoire. Et en fait, on a injecté quelque chose à sa mère pendant qu'il était en fœtus, en fait, quand il était encore un fœtus. Et il va développer une intelligence de plus en plus surprenante. Et en fait, on a injecté à sa mère un vaccin contre l'Alzheimer, si tu veux. Un test contre la maladie d'Alzheimer. Ok. Et donc, il y a ce singe qui va grandir et qui va être de plus en plus intelligent. Et James Franco, qui travaille dans ce laboratoire et qui surveille notamment César, va le prendre sous son aile et va l'adopter, en fait, plus ou moins. Il va le faire grandir chez lui. Et en parallèle, on va suivre aussi le père de James Franco, qui a l'Alzheimer aussi, et qui va être le premier test humain. Ok. Et donc, voilà. Ok. Donc sorti en 2011, performance capture extraordinaire de Andy Serkis. C'est un film qui fait partie d'une nouvelle franchise, La Planète des Singes. Donc il y a eu 2 autres suites. La Planète des Singes, L'Affrontement, et La Planète des Singes, Suprématie. 2 films qui ont poussé encore plus loin la performance capture, qui, je pense, s'ils n'avaient pas fait comme ils avaient fait Avatar 2, auraient été repoussés. Vraiment. Possible. Hein. Parce que technologiquement parlant, ils ont fait un truc de dingo, notamment sur le 2e film. Ouais. Là, on est vraiment au tout début, on est post-Avatar et tout, et là, c'est vraiment incroyable déjà. Et c'est une franchise à gros budget. Le budget de celui-là, c'est 93 millions de dollars. Donc c'est assez énorme. Il a rapporté combien J'ai pas regardé ça. Tu fatigues. Je vais regarder. Merci. Tu peux continuer. Donc voilà, ça se passe aux États-Unis, à San Francisco, plus exactement, contemporain. Donc ça se passe en 2011. Voilà. Il dure. Il dure 1h43 à peu près. Et il est disponible où? Disney+. Disney+, ok. Comme toute la franchise d'ailleurs, Planète des Singes. Alors, la question que j'aurais après des cas du coup. Alors vas-y. juste, source Wikipédia, hein. Budget 93 millions. Ouais. Et box-office 480 millions. Ah ouais, quand même. Pas mal. Une petite réussite, quoi. battu. Alors la question que j'aurais, mais peut-être que tu le développes dans l'autre partie, je sais pas, mais par rapport du coup au premier de 68, c'est quoi? C'est vraiment une copie? C'est Non. Ça s'inspire, ça fait suite? C'est vraiment un tout autre reboot. Je vais partir en spoil. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de parler du premier. En vrai de vrai, j'aimerais bien, là pour le coup, si tu peux, si c'est possible de l'éviter. D'accord. Ah oui, parce que sans. Si c'est possible, spoil, après c'est pas possible. Mais c'est un film, le premier en plus, que j'aurais aimé choisir dans des épisodes peut-être de saison 3. Oui, mais après le titre du film. Oui, c'est les origines. En fait, on part sur les origines de La Planète des Singes. Oui, mais. Donc une fois que t'as vu ce film. Oui, mais t'es pas obligé. Je suis pas obligé de faire le lien. Ça va te spoiler de toute façon le 68. Il n'y a pas de. Ouais, mais après, si là par exemple, c'est obligatoire ou pas, c'est pas obligatoire. Je tiens à dire que c'est pas gênant. Moi, j'ai commencé à regarder La Planète des Singes, les origines, avant de regarder celui de 68. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je disais que c'est un spoiler très connu de l'histoire du cinéma, parce que je le connaissais déjà d'avant. Oui, et ça n'enlève rien au fait que le film de 68 soit banger absolu. Bien sûr, mais je trouve que t'es pas spécialement obligé de faire le lien entre les deux. Tu vois, même en vrai, moi, peut-être naïvement, j'avais pas spécialement fait ce lien entre les deux, et je me suis quand même fait avoir. Un petit peu naïvement, oui. Peut-être, mais sûrement pas le seul, tu vois. Après, on part quand même sur une nouvelle adaptation. On pourrait dire en fait aussi que ces origines de La Planète des Singes n'ont rien à voir avec La Planète des Singes de 68, et on part plutôt sur l'origine de La Planète des Singes du bouquin, par exemple, et on part alors sur une nouvelle saga de La Planète des Singes. Bah oui, parce qu'en fait, la suite de la trilogie, on va dire, prend le pas sur
les premiers Planètes des singes. Oui, c'est vrai qu'il y a un Ce qui 4e fait film qui que arrive. ça ne se rejoint pas en fait. Enfin, on peut vraiment prendre ça comme des adaptations à part. à bah part. oui, ouais. Et moi, je le voyais comme les origines de la planète des singes, donc des singes qui prennent le pouvoir dans le film, quoi. Tu vois, moi, j'avais pas fait Ah ouais. le Ah oui, lien. d'accord. C'est pour ça que j'avais pas spécialement fait. Bon, enfin, bon, n'en parlons pas plus. Juste, petite question, Louis, c'est lequel ton préféré de la trilogie? Tu mettrais dans quel ordre? Je sais pas. C'est pas. 2, 3, 1 peut-être. Bon, pareil. 2, 3. En fait, c'est assez compliqué. Rupert Wyatt, donc le réalisateur du film que j'ai choisi, il n'a pas fait grand-chose après. Et Il a pas fait la suite. il n'a pas fait la suite. En fait, les 2 suites sont réalisées par Matt Reeves, le réalisateur de The Batman. Et alors là, la saga, elle prend une tournure visuellement incroyable. Le 2, c'est zinzin. Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, j'y avais pensé un peu à prendre ce film. Et la raison pour laquelle je l'ai pas pris, c'est que je préfère vraiment le 2 et le 3. Et je trouve qu'il y a tellement un step entre le 1 et la suite, bien que le 1 est super. Hein. Ouais, il est super. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même un step. Et donc, c'est pour ça que je l'avais pas pris, par exemple. Tu vois. Mais c'est une franchise super intéressante parce que vraiment, les 3 films sont vraiment, vraiment excellents. Et je trouve que c'est vraiment 3 films qui parlent de quelque chose. C'est pas un simple blockbuster pour faire un reboot, un énième reboot à quelque chose. Voilà. Ça veut parler de quelque chose. C'est un exemple de reboot vraiment réussi. Ouais, c'est vraiment un reboot réussi. À l'ère aujourd'hui, où on voit des reboots, des remakes là à l'appel. Putain, voir la Planète des singes des origines, c'est incroyable. Vraiment, vraiment, ça fait du bien fou, quoi. Ok. Et je voulais rajouter un petit truc. Et par contre, de la trilogie, il y a la meilleure scène dans le premier. J'en dirai pas plus. Ok. Je l'ai pas en tête comme ça. Mais d'ailleurs, le film enfin le titre en anglais, c'est pas Les Origines. C'est Rise of C'est the Rise of the Planet of the Apes. Ouais. Voilà, c'est pas pour me trouver des excuses, mais enfin bon. Comme t'es un peu English. Les vrais auront compris. Voilà. Écoute, je pense pas avoir spécialement plus de questions. Je t'ai dit la plateforme, oui, Disney+. Ouais, Disney+. Tout comme, si ça vous intéresse, la franchise Planète des singes, tous les films sont là-dessus. Cool. Voilà. Ok. J'ai pas d'autre chose. Bah écoute, j'ai pas Développerai d'autres plus tard. choses à te demander. Enfin, en fait, je pense qu'on peut pas s'éterniser sur du Non, plot de non. blockbuster, quoi, pour le Non, coup. puis de toute façon, la première partie est pas faite pour. Enfin, Non, le premier donc, round n'est pas fait pour, pardon. Bah écoute, tu veux enchaîner, Anto? Alors oui, donc moi j'ai pris Mad Max Fury Road de George Miller. Ouais. Alors j'aimerais un peu situer Fury Road dans l'œuvre de George Miller parce que il a fait une trilogie Mad Max avant Fury Road que je n'ai pas vue. Donc c'est pas voilà, ça répond à ta question qui serait arrivée à un moment. J'allais la poser en premier. Voilà, mais du coup, Pauline, tu l'as vu. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que Pas du tout. Voilà. Je l'ai vu aussi, et c'est Ah. pas obligatoire. Voilà. Et donc je vais un peu Après, vous faire. c'est mieux. Mais c'est pas du tout Oui, obligatoire. bah évidemment, c'est toujours mieux. Mm. Mais enfin bon, voilà. Alors, en 79, George Miller fait son premier Mad Max. Bon, quelques années plus tard, en 81, il fait son deuxième Mad Max, et en 85, il fait son troisième Mad Max. Je crois que c'est quand même plutôt une réussite, les Mad Max. Si je dis pas de bêtises. Oui, au niveau box-office, oui. C'est pas mal. C'est pas non plus légendaire, mais c'est pas mal. Ça acquiert vite un statut culte, quand même. Oui. Notamment le 3. Mais Avec, ah ouais, plus que le 2. Bah, le 2, il est culte, mais en fait, le 3, il y a la présence de Tina Turner. À la fois, oui. en fait, Ah, mais il y a le côté culte dans le sens où populaire, où il y a Tina Turner, elle fait la BO et tout. Ouais, mais donc, après, le 3, il est quand même il est claqué au sol. unanimement reconnu comme le il moins bon il est vraiment claqué Ok. au sol. de la saga. Et donc, du coup, George Miller, il se dit, j'ai fait ma trilogie, mais je peux pas continuer tout de suite, tu vois, de faire mes Mad Max, j'ai besoin de me ressourcer, de m'entraîner. Tu vois, j'ai besoin d'aller au temple comme Sangoku, enfin, comme temple du temps, je sais plus comment ça s'appelle. Il a besoin de faire Happy Feet 1 Non, et mais 2, voilà, tu il me vois. spoil tout. Mais non, je suis dégoûté. Il m'a spoil tout, mon truc. Je suis en train de monter une Non, mais- ambiance et il m'a tout balancé. Bon. On l'a dit qu'il fallait aller vite sur ce premier round. Non, mais non, je suis dégoûté, Louis. Tu m'as juste tout spoilé. Bon. Mais du coup, je voulais dire qu'il est allé s'entraîner et il a fait Babe, un cochon dans la ville, Happy Feet et Happy Feet 2. Après, c'est pas exactement ce que j'avais lu. C'était pas genre en mode il avait besoin de Non, se non, mais c'est une ressourcer. blague. Hein. Oui, oui. Oui, c'est Ouais. pour ça qu'il Non, est, parce c'est pour ça qu'il est en mode. il voulait faire Mad Max 4 assez rapidement après, Oui, mais oui. il pouvait pas trop et justement il est. Non, mais c'est une blague parce qu'il a fait Babe, un cochon dans la ville, Oui, Happy non, mais Feet oui. 2, Feet qui- enfin Happy Feet 2 et Mad Max Fury Road. Enfin, ça n'a aucun sens Ça n'a comme aucun filmo. sens. Sa Des J'étais en filmographie. train de créer une ambiance incroyable, tout le monde était
comme ça au bord de ses écouteurs et Louis m'a tout détruit. Toujours un plaisir des cas. Je suis vraiment battu. Mais enfin bon, voilà. Tout ça pour dire qu'il a une filmo qui n'a aucun sens, avec qu'une trilogie Mad Max, des films pour enfants. Et qui sont incroyables, apparemment. Qui sont très bien, mais. Enfin bon, est-ce que ça prédestine à faire Fury Road juste après ? Est-ce que c'est pas là où on reconnaît tout le génie de quelqu'un ? Peut-être. Et donc, il revient avec Mad Max Fury Road. Alors, Mad Max Fury Road, bon, on va citer très rapidement les deux acteurs principaux, Tom Hardy. Principaux. Oui, pardon. Tom Hardy, qui joue Mad Max. Enfin, Max, quoi. Qui joue Max Rockestelli. Oui, alors, le nom on va l'appeler Max. Le nom, c'est Max, voilà. C'est Mad Max. Et Charlize Theron. C'est Roka Tansky. Enfin, voilà. Et Charlize Theron qui joue Furiosa. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mad Max se fait kidnapper par ce qu'on appelle les War Boys. Donc, c'est un monde apocalyptique. Il faut savoir qu'on est dans un monde apocalyptique où l'eau est une richesse qui manque. Enfin, je sais plus comment on dit. Une ressource vraiment très rare. Et donc, on est dans vraiment, t'as l'image vraiment du monde post-apo. Et donc, ce Mad Max, il se fait kidnapper par ce qu'on appelle les War Boys. Donc, ils sont un groupe de guerriers de l'État, un petit peu, sorte un peu d'État fasciste. Enfin, c'est pas vraiment une cité fasciste qui est tenue par Immortan Joe. Et ils vont utiliser Mad Max comme sac de sang, blood bag. En gros, c'est quelqu'un qui vont un peu trimballer et qui va avoir une perfusion. Il va servir à les abreuver en sang, en gros. Et pendant ce temps-là, Furiosa s'échappe, en quelque sorte, de cette cité avec les esclaves sexuels de Immortan Joe. Parce qu'Immortan Joe, du coup, lui, c'est un peu ce dictateur de cette cité. Et il a plusieurs femmes dont il se sert pour enfanter des enfants. Et c'est mieux. Enfanter des enfants. Oui, pour mettre au monde des enfants, quoi. Ouais. Donc elles sont utilisées comme ça, c'est des esclaves en gros. Mais il y a quand même une importance qu'il leur a donnée, c'est-à-dire que pour lui, rien ne doit arriver à ces femmes, tu vois. Donc elles sont un peu élues, mais bon, ça n'empêche pas que c'est des esclaves sexuels, quoi. Et donc Furiosa prend ces femmes et décide de s'échapper et de partir. Ce à quoi Immortan Joe, il n'est pas très content quand il se rend compte de ça. Et il envoie du coup les War Boys à leur poursuite. Les War Boys prennent Mad Max qui vont mettre sur le devant de leur voiture pour les abreuver en sang. Et puis il va se passer des choses dans cette course-poursuite. En gros, pour faire très simple, je pense que... En gros, c'est une course-poursuite pendant 2 heures. C'est un peu ça. Ouais. Ok. J'avais un peu déjà idée du plot aussi. Fury Road. Mais ok. Voilà. Et du coup, il dure combien de temps ? Il fait 2h01. C'est un film en couleur, mais il y a une version qui existe en noir et blanc. Ouais, en black and chrome, qui a l'air plutôt stylé. Ouais. Le film est assez monochrome quand même, je trouve. Enfin, tu passes de... t'es sur du orange, quoi. Et t'es aussi sur du bleu aussi à des moments. Oui. T'es sur du bleu, t'es sur du orange, sur du rouge. Même des fois, t'es quasiment sur du noir et blanc, si je dis pas de bêtises. Peut-être pas, je sais plus. Mais en tout cas, t'es sur des couleurs très monochromes. Et donc, j'imagine que pour un noir et blanc, ça doit très bien marcher, quoi. Ouais, il paraît que ça rend vraiment bien. Voilà. Et c'est un film australien, si je dis pas de bêtises. Oui. George Miller, en plus, est australien. C'est dispo sur Univers Ciné, comme d'habitude, location et achat. Et pour ceux que ça intéresserait, il y a aussi la trilogie Mad Max sur Univers Ciné. Ok. Et elle est pas sur ailleurs aussi ? Elle n'est pas sur Prime ? Non, à une époque, il me semble qu'elle était sur Netflix. Mais, oui, à une époque, sur Netflix. Mais elle y est plus. Moi, j'ai vu peut-être sur Disney+, mais ça m'étonnerait. Moi, j'ai vu sur Univers Ciné, du coup. Ok. Bon, voilà. Est-ce que vous avez... Non, que sur Univers Ciné. Est-ce que vous avez des questions ? Honnêtement, non. Voilà. Ok. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Ok. T'as oublié la présence... Enfin, il a un petit rôle, mais Nicolas Hoult dedans. Ouais, mais tu sais il a un petit rôle, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc, il joue dans les X-Men. Il joue dans les X-Men. Oui, non, mais c'est un acteur que j'aime assez bien. Et il n'y a pas Cillian Murphy dans ce film ? Non. Parce qu'en général, quand il y a Tom Hardy, il y a toujours Cillian Murphy qui traîne quelque part. C'est vrai qu'ils sont souvent ensemble, mais... Tout le temps, tu veux dire ? Ouais. Vraiment tout le temps ? Pas là. Ok. Et t'as pas vu ne serait-ce que le premier Mad Max ? Non. Parce que celui qui fait Immortan Joe dans Fury Road, c'est le même acteur qui fait le méchant dans le premier Mad Max aussi. Ok, ouais, intéressant.
Ok. Enfin bon, voilà, bon, 10, accessibilité, enfin voilà, tout le reste. Ok. Écoute, je pense que pour ce premier round, en vrai, la planète des singes, je crois que j'avais déjà envie de le voir en vrai avant. Du coup, ça me hype vraiment le plus. Je suis très intrigué de Total Recall parce que j'en ai pas mal entendu parler sur des jeux, je crois, par le joueur du grenier, si je dis pas de bêtises. Oui, il a fait un truc sur Total Recall. Ouais. Et du coup, je suis un peu intrigué de pouvoir mieux comprendre le jeu vidéo. Et bon, après Mad Max, en vrai, ils sont un peu tous pareils, on va pas se mentir. Ouais. Si Mad Max, je sais que je risque de prendre une grosse claque visuelle, parce que je sais déjà à peu près à quoi il ressemble, quoi. C'est possible, ouais. Enfin, tout comme la planète des singes, en fait. Donc, bref, ça. C'est Il possible. n'y a pas Moins, d'argument. quand même, au niveau claque visuelle. Bah, moins, mais. C'est pas- Bah, sur le 1 en tout cas. Sur le 1, Ouais. mais c'est très beau visuellement au niveau des effets spéciaux, bien surtout. À part, mais pour la planète des singes, c'est dans celui-là où il y a Coldplay qui ont fait la musique ou pas? Peut-être bien. Ou c'est Et, pour ceux d'après? Non, c'est peut-être sur celui-là où ils ont effectivement fait une musique pour le générique de fin. Ouais. Ouais, où ils sont. Le clip, ils sont en singe. La planète des singes. Alors non, d'ailleurs. Ah bon? Ah bon, mais il a été fait pour la planète des singes? Il me semble. Alors, Oui, Ah, pour Supremacy, en 2017, une chanson qui pour s'appelle Suprématie. All I Can Think About Is You. C'est un morceau émotionnel qui accompagne les scènes finales du film. Voilà. Ah bah c'est le dernier, oui. c'est le Suprématie, dernier, du oui, coup. c'est le dernier. Ok. Et bah, je vous propose de passer au deuxième round, du coup. Let's go. Let's go. Pauline, tu peux y aller. Direct, ok. Bah oui. Alors, sur l'épisode précédent, Louis, il a raconté une anecdote sur Robert De Niro qui est venu chercher Scorsese avec un scénario en disant que... Enfin, on a dit que c'était assez rare. Et moi, j'ai une anecdote similaire à propos de Total Recall. En fait, Total Recall, à la base, c'était une commande. Donc, en gros, c'est des producteurs, des scénaristes qui voulaient adapter la nouvelle de Philip K. Dick. Ils n'avaient pas de réalisateur spécialement en tête. Et donc le scénario, il est un peu passé de main en main, en mode bon, qui est-ce qui va bien vouloir réaliser ça? Et tout le monde se refilait un peu le bébé. Au bout d'un moment, il est arrivé chez David Cronenberg, qui a dit moi je veux le faire, qui a abandonné la pré-production de La Mouche pour venir préparer Total Recall. Donc La Mouche, qui est un des films les plus connus de David Cronenberg aujourd'hui. Du coup, vous vous doutez que tout ne s'est pas bien passé. En fait, il y avait trop de divergences artistiques avec les scénaristes, les producteurs. Cronenberg, il voulait partir sur un truc vraiment à la Cronenberg, quoi. Il voulait faire du body horror. Voilà. Et du coup, il a dit... Mais il y en a pas mal dans Total Recall. Oui. Il y a un gros passage, ouais. Ah bah oui. Mais bah, du coup, peut-être des restes de ce que Cronenberg avait préparé. Crois, ouais, ça m'étonnerait pas. Mais du coup, il a dit bon, c'est bon, vous m'avez saoulé et tout. Il est reparti faire La Mouche. Donc, les producteurs délaissent un peu le projet en mode ok, c'est un projet maudit, on va jamais réussir à le faire. Et surtout, un petit peu avant, il y a Dune de David Lynch qui fait un flop total. Et du coup, ils se disent ok, c'est pas le moment de faire de la SF, on laisse tomber. Et là, Arnold Schwarzenegger arrive avec ses gros bras. Il lit le scénario et il dit c'est incroyable, moi je veux l'adapter. Et peu de temps avant, Paul Verhoeven avait sorti Robocop et Schwarzenegger avait été envisagé pour le rôle de Robocop. Finalement, ça n'a pas été lui, mais je me souviens plus de l'acteur de Robocop. J'ai toujours cru que c'était lui, mais non, c'est pas lui, ouais. souvenir faussé. Mais du coup, il avait quand même vu le film, il l'avait adoré, il avait trouvé que c'était génial, et du coup, il a dit ok, je veux faire ce film et je veux que ce soit Paul Verhoeven qui le réalise. Donc, il est allé chercher Verhoeven. Et Verhoeven, il a dit ok, vous me laissez un peu bidouiller le scénario avec mes potes et on fait ça. Donc ça, c'est l'origine de Total Recall. Juste, je trouvais l'anecdote sympa. C'est vraiment un film qui, pendant des dizaines d'années, est passé de main en main pour arriver à Verhoeven. Et finalement, est-ce que c'était pas la meilleure chose possible pour le film? C'est possible. On ne saura jamais. Et du coup, c'est Peter Wheeler dans Robocop. Voilà. Qui est quand même moins connu que Schwarzenegger. Oui, un peu moins. Mais voilà. Donc, j'ai dit que c'était quelque chose de futuriste, de la science-fiction, et en fait, c'est même un sous-genre de science-fiction qu'on appelle cyberpunk. C'est-à-dire que c'est un monde où la technologie a une part vraiment prédominante dans la société.
Il y a vraiment ce truc de la technologie, elle est présente partout. Il y a plein de gadgets, et je trouve qu'il y a un univers ultra riche. Et Verhoeven, il a réussi à créer un univers vraiment. Tu te crois un peu dans certains Star Wars par moment. Enfin, peut-être encore plus dans d'autres films de lui, de la même époque américaine. Mais t'as vraiment ce truc d'univers où tu vas entrer dans une pièce et ça va être des trucs pas du tout reconnaissables, très futuristes, très marqués. Il joue énormément avec les couleurs aussi. Donc quand tu vas être sur Mars, ça va être du rouge sang. Enfin, c'est très très marqué. Donc déjà visuellement, je trouve que l'univers est hyper intéressant. Après, c'est un film qui a beaucoup de twists et qui joue beaucoup sur du coup ce truc de rêve ou réalité, vu que du coup il veut se faire implanter un faux souvenir et qu'au cours de l'implantation de ce souvenir ça dégénère, et derrière on sait pas si il est toujours en train de rêver et qu'en fait il est sur la table d'opération en train de rêver, ou si vraiment ça a mal tourné. Et il y a ce jeu pendant tout le long du film. Et est-ce que c'est pas le film que Inception rêverait d'être finalement? Non, en vrai, les enjeux sont très différents, mais ouais, bon. Mais il y a plus ou moins le. Mais il y a un peu ce côté truc, de rêve dans le rêve, est-ce qu'on est dans le rêve ou la réalité. Et de jouer là-dessus en plus. Et beaucoup jouer là-dessus. Après, Paul Verhoeven, lui, il est un peu plus terre à terre sur son film, et il dit que en fait, c'est un film qui parle de schizophrénie. C'est vrai aussi. Et, et en fait, lui, il décrit ça comme plus qu'un film de science-fiction, un voyage à travers l'esprit humain. Ouais. Et un peu cette quête d'identité. Bah, je suis assez d'accord, en vrai. Bah ouais, non, mais en soi, c'est son film, hein, donc s'il dit. Ouais, bah ouais. Voilà. Et à côté de ça, en fait, ce que j'adore avec Verhoeven et ce pourquoi j'avais très envie de prendre un film de lui, Louis avait hésité avec Starship Troopers, qui est aussi un excellent film, c'est que en fait, Verhoeven, comme j'ai dit, il est pas américain, il est autrichien, si je dis pas de bêtises. Hollandais, pardon. Et il est venu aux États-Unis et on lui a confié des sommes faramineuses pour faire des films, en mode vas-y, fais-nous des succès et tout. Et en fait, il passe ses films à chier sur les Américains. Mais vraiment, genre, oui. Tu sens vraiment qu'il les respecte tellement pas qu'il les prend pour des gogoles. Mais en fait, ces films font des succès de ouf. Et t'as un peu les gens qui mangent ces trucs alors que c'est un peu exactement ce qu'il est en train de dénoncer, tu vois, le côté un peu asservissement des masses et tout. Et du coup, moi, j'adore ce truc chez Verhoeven parce qu'il a un cynisme, mais de fou furieux. Et en fait, il est là et il prend les thunes des producteurs, mais en même temps, dans le film, il dit que c'est des merdes, tu vois. Et dans le film, la Total Recall, il s'attaque particulièrement aux bourgeois et aux Américains, un peu avec cette quête de la vie parfaite, cette quête matérielle, et puis ce truc de coloniser, avec ils colonisent Mars, ils vont foutre la merde sur Mars, tu vois. Et il y a aussi un gros propos sur le contrôle des masses qu'on retrouve dans plusieurs de ses films, et notamment Starship Troopers, la guerre de ressources, parce que du coup ils vont sur Mars chercher des nouvelles ressources, ils vont jusqu'à épuiser les ressources de Mars, et même on peut voir des propos plus de société sur le racisme par rapport aux Martiens, etc. Et du coup, il y a un peu ce que j'aime beaucoup chez Verhoeven et qui est présent dans beaucoup de ses films, dont celui-là, c'est que tu as une double lecture qui est vraiment laissée au spectateur, dans le sens où tu peux vraiment prendre ça comme un pur divertissement et prendre ton pied et kiffer l'histoire de ce mec où ça part en couille et il va se retrouver à affronter des gens, avoir des combats et tout, parce que en mode est-ce qu'il est agent secret, est-ce que non, enfin bon voilà. Et en même temps, si tu as envie de t'intéresser aux propos un peu plus politiques de Verhoeven, il y a des couches de double lecture de fou, tu vois, tu sens qu'il est là et qu'il se moque beaucoup des Américains, des puissants, etc. Mais si ça te saoule et que tu veux juste te divertir, ça marche aussi, tu vois. Et j'adore ça chez Verhoeven parce que ça fonctionne extrêmement bien aux deux niveaux. C'est très divertissant et c'est très intéressant. Et ça fonctionne vraiment sur sa période américaine, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, les films qui fonctionnent pareil, c'est Robocop, où il y a un propos de fou sur
Sur les flics. Les flics, ouais. Starship Troopers sur l'armée, pareil, la conquête. Sur la guerre du Golfe, tout ça, ouais. Et je trouve que le film est aussi rapprochable, en un peu moins des points, mais quand même pas mal à Basic Instinct. Je pas vu celui-là. Parce que c'est aussi un film qui joue beaucoup sur le doute et qui aime bien être un peu en suspens, en mode perdre le spectateur et que t'aies jamais trop de réponses à tes questions. Mais voilà, moi c'est un film que j'adore vraiment, que j'avais découvert au cinéma, je m'étais pris une claque, j'étais trop contente. Au cinéma, ça devait être vraiment cool. Ouais. Et que je recommande fortement. Je peux pas m'empêcher de faire des liens avec The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah ouais. Est-ce que c'est un peu géré d'une même manière dans... Non. Alors non, pas du tout. Non. Okay. Mais je vois l'idée, parce qu'il y a aussi ce côté de technologie qui va... dans The Eternal Sunshine, c'est de supprimer des souvenirs. Là, c'est en implanter. Mais ça part dans un délire beaucoup plus épique, film d'action, blockbuster. Alors que Eternal Sunshine, c'est beaucoup plus introspectif et posé comme film. Ouais. C'est un très très bon film, Total Recall, moi j'avais beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup l'utilisation de la violence chez Verhoeven. Oui. C'est la question que j'allais poser justement, au niveau violence, ça se place où ? Ça se place pour un film avec Schwarzenegger de l'époque, ça se place quand même sur un certain haut niveau de violence quand même. Ah ouais. Ouais. Il y a, pour un film vraiment populaire, un blockbuster et tout, c'est extrêmement violent. C'est un truc, c'est un des thèmes de Verhoeven, la violence, il adore ça. Et surtout dans sa période américaine. Et en fait c'est... Parce que c'est une des choses qu'il dénonce en fait il dénonce un petit peu la tout fascination ça, des gens pour la violence. Et surtout en Amérique, quoi. Les flics, tout ça, et voilà, quoi. Pourquoi elle s'est terminée sa période américaine, tu sais ? Non. Alors, moi j'ai une théorie. Il est revenu faire des films. Peut-être qu'ils se sont rendus compte, tu sais, rétrospectivement, 20 ans après. Putain, mais en fait, il parlait de nous, là. Moi, je pense qu'il s'est barré de lui-même parce que, justement, les Américains comprenaient pas ses films et que la droite américaine se prenait, notamment Starship Troopers, comme l'exemple à suivre, alors que c'est tout l'inverse. Il faut vraiment être Google, hein, par contre. Vraiment, Starship Troopers, à sa sortie, toute la droite américaine, elle fait « Ouais, Amérique, ouais, regardez, on est les plus forts, on fait la guerre !» Bah oui, mais c'est un peu... Et du coup, je pense que Verhoeven, il s'est dit « Ah ouais, vous avez pas du tout compris mon film. » Ouais, mais tu sais, c'est je me casse. C'est un peu comme l'extrême droite qui reprend Matrix ou les incels qui reprennent Fight Club, qui comprennent jamais ce qu'ils voient. C'est dramatique. Mais c'est surtout que, apparemment, il y a vraiment eu une vague d'incompréhension sur Starship Troopers, et je pense que ça l'a un peu saoulé et il s'est barré, quoi. Après, il a aussi, dans mes souvenirs, il a fait Hollow Man qui est un petit flop, je crois. Un peu un flop. C'est son dernier film américain. Et après, il est revenu en Hollande faire Black Book, qui pour le coup est super, génial, et qui a eu plutôt du succès. Et du coup, je crois que il y a peut-être eu ce truc aussi où le système de production américain lui convenait plus trop, etc. Ouais, yes. Moi, est-ce que l'échec Showgirl à l'époque a pas... Ah, Showgirl, non, parce que Showgirl, c'est pas du tout son... Ouais, c'est avant. Ah ouais ouais. Parce que c'est vrai que... Ouais, et Starship Troopers, c'est après. En 97, je crois. Ok, mais ça a pas un peu joué déjà pour commencer à faire un petit désaveu. Non, parce qu'en vrai, après, il y a eu Basic Instinct. Ok. Qui, pour le coup... Mais c'est vrai que Showgirls, c'est un film qui est très... Ah non, Basic Instinct, c'est avant Showgirls, pardon, autant pour moi. Ouais. Mais Showgirls, c'est un film qui a été très incompris à sa sortie. Ouais. Et qui vraiment... il était aux Radio Awards, c'était considéré comme de la grosse merde. Et qui a été réhabilité bien plus tard. Et aujourd'hui, qui est considéré comme un grand film, et un film ultra cynique sur le star system américain et le rêve américain. Et peut-être qu'à ce moment-là, il était allé un peu assez loin pour qu'on se dise vas-y, Paul, calme-toi. Tu nous as un peu trop critiqué là. Ouais. Mais il y en a peut-être eu un ras-le-bol aussi du système financier américain. Et puis aujourd'hui, du coup, il a fait ses 2 derniers films, ils ont été faits en France. Je crois qu'il est produit par Saïd Ben Saïd, qui est quand même un très grand producteur français, qui produit Cronenberg aussi, et je pense qu'il doit offrir
pas mal de liberté aux auteurs de ce genre qui veulent un peu faire des trucs un peu extrêmes, poussés, parce que bon, Benedetta, moi je suis pas fan du film, alors que Verhoeven c'est peut-être un de mes réals préférés, mais tu peux pas faire ça avec n'importe quelle prod pour le coup. Oui, il y a une scène de crucifix, là où pénétration vous pensez, de crucifix quoi. D'accord. Voilà. Donc dans quel film? Benedetta. Ok. Pour en revenir à Total Recall, oui. Schwarzy niveau acting, ça vaut quoi? En vrai, il passe bien. Ouais. Bah moi je trouve qu'il fonctionne vachement bien. Je l'ai vu dans plusieurs films et quand il a des rôles taillés pour lui et que le metteur en scène est bon, etc. Il passe très bien et là dans le film il fonctionne bien. Ouais. Parce que j'ai quand même une image de Schwarzy qui est pas, qui répond pas aux clichés, tu vois, auxquels il pourrait apparaître en mode tout dans les muscles, dans la tête. Ouais. Non, rien que tu vois l'histoire que c'est lui qui a trouvé le scénario un peu et qui l'a porté vers Verhoeven et tout, je trouve que c'est quand même Dwayne Johnson, c'est qu'il a dû comprendre l'idée du film et je pense qu'effectivement il a et ouais, ça le proposait à Paul Verhoeven qui a fait Robocop après. Oui, c'est ça, je pense que du coup il comprenait quand même le cinéma de Verhoeven et qu'il a une réflexion artistique derrière tout ça qui va au-delà de juste montrer les muscles. Et au-delà de ça, Schwarzenegger n'est pas américain et du coup je pense qu'il a aussi retrouvé ça chez Verhoeven et tout. Ouais. Il est pas. Non, il est autrichien. Non, il est autrichien. Non, il est autrichien. Et pourtant, il a été sénateur de Californie. Oui, gouverneur. Il est encore. Gouverneur. Mais c'est possible aux États-Unis d'être gouverneur sans être nationalité. Oui, c'est président, c'est pas possible. C'est que président. Ouais. Ok, d'accord. Après, le truc, c'est que Schwarzy, il a une histoire avec les États-Unis. Il est parti. Non, mais il est parti de. Je viens d'oublier le nom. D'Autriche. Du coup, pour aller aux États-Unis pour pouvoir devenir du coup haltérophile en fait. Ouais. Et la machine que c'est quoi, le mec il a une taille de t-shirt à son effigie, il a une statue de lui, c'est Mister Univers 2 ou 3 années je crois, enfin lui il représente vraiment le rêve américain. Ouais. Il est pas du tout américain et c'est un peu ça souvent le rêve américain. Oui. Ouais. Mais je pense aussi que il y a peut-être il s'est peut-être plus reconnu aussi parce que c'est un coup lui il est là-bas mais il aurait peut-être pas aimé au final vraiment faire sa vie aux États-Unis, tu vois, je sais pas. Non, je spécule beaucoup. Je pense que c'est vraiment un mec qui est plus intelligent que ce qu'on peut lui prêter dans la culture commune, on va dire, et qui effectivement était critique de ce rêve américain quand bien même il l'avait vécu. Enfin, justement, qui est devenu un symbole de quelque chose qu'il a un peu dépassé parce que je pense qu'il avait conscience que, et d'ailleurs ça doit pas être pour rien qu'il s'est engagé en politique derrière, etc., même si je sais pas exactement ce qu'il a fait en tant que politicien. Je viens de voir, il est chez les Républicains. Bon, voilà. mais il avait conscience, je pense, que les États-Unis n'étaient pas un pays il me semble qu'il a parfait. fait pas mal de choses écolo pour la Californie et tout, justement. Oui, ça avait l'air d'être un très très bon gouverneur. C'est un gros écolo. Après, c'est toujours la vision qu'on en a ici. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Je connais pas trop. Pendant un moment, Macron était vu comme un super dirigeant français à l'étranger. Donc, mais voilà. Mais Schwarzenegger, ce qui est intéressant en plus, c'est je pense qu'il est effectivement plus intelligent que l'on pense, parce qu'il a quand même il a joué avec Paul Verhoeven, qui critique les États-Unis. Il a joué 2 fois avec John McTiernan, qui est un réalisateur américain qui a aussi pas mal, malgré des gros blockbusters très américains, critiqué aussi le système, notamment d'Hollywood et tout, et le système américain. Et puis il a tourné avec James Cameron, enfin Terminator aussi. Oui. C'est quand même on l'a jamais cité Terminator, mais voilà, peut-être que le seul truc avec lequel j'aurais pu hésiter, c'était Terminator. Ah ouais. Terminator 2. En fait, j'ai vu que le 1 que je trouve génial. Et mais il paraît que le 2 est encore mieux et comme j'ai pas encore vu le 2, voilà. Pareil, j'ai vu que là. Mais du coup, pour faire un petit retour un peu plus négatif sur Total Recall, bon, c'est très léger, hein, j'ai adoré. Oh mais non, mais vous prêtez toujours des. Bah oui, mais t'aimes rien. Mais c'est pas vrai. En plus, j'ai adoré Total Recall. Vous n'acceptez pas la critique. Vous voulez que ce podcast soit juste dans FC Bienveillance. Non, des fois il faut critiquer les amis, des fois il faut dire aussi des points un peu plus négatifs. Et je suis là pour ça. Alors, non, j'ai adoré Total Recall. Mais j'ai un peu plus... Enfin, comment dire, je trouve qu'il y a un truc qui a un peu vieilli et sur lequel j'ai un peu plus de mal, c'est ces décors très... très inox, ou enfin très métal,
où c'est du métal, des portes de métal sur des trucs en métal avec du métal et un peu de métal aussi là. Et j'avoue que c'était une esthétique qui me plaît un peu moins. C'est esthétique très métal, je sais pas si vous voyez, c'est un peu un truc un peu rétro-futuriste quand même. Je comprends. Et moi, c'est pas cette critique que j'aurais fait sur les décors. Critique, c'est juste un truc vraiment très personnel. Après, ça me plaît un peu moins. Dans l'univers cyberpunk. Justement, c'est pour ça que l'univers cyberpunk, de ce côté-là, me plaît un peu moins. Mais moi, c'est pas ça qui m'aurait gêné sur les décors. Toujours dans la critique, Louis. C'est plus justement le manque de décors. C'est les mêmes. En fait, il y a 3 endroits. Il y a que 3 endroits et du coup c'est un peu t'es tout le temps à l'intérieur quoi, c'est un peu chiant. Après ça reste logique dans l'histoire, tu vois, ils vont pas aller sur Mars parce qu'ils peuvent pas respirer, tu vois, mais du coup c'est les mêmes lieux qu'ils visitent et c'est un peu Je veux dire, avec 75 millions de dollars, qu'est-ce que tu peux faire? Alors. Non, mais t'as pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, du coup, sur les. Et moi, je vois ce que tu veux dire aussi, mais c'est vrai. Après, moi, c'est pas forcément l'esthétique qui me parle le plus de base, mais je trouve qu'elle fonctionne très bien dans le film. Non, mais ça fonctionne bien, hein, après. C'est des trucs très personnels. Enfin, pareil, ce manque de décor aussi, moi, c'est quelque chose de très personnel, mais c'est vrai ça gêne pas le film, franchement. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ce truc de métal, c'est vrai que c'est un peu. Enfin, j'ai l'impression que quand tu vois un film de SF de l'époque, tu sais que tu vas te taper les portes en métal et les tables en métal avec les meubles en métal, quoi. C'est les critiques du fascisme dans des décors très froids. Peut-être, mais du coup, je trouve que ça vieillit, le truc très chromé, un côté un petit peu cheap où tu sens que en fait le truc il casse, quoi. Ouais, après le film pue les années 90. Voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est une esthétique qui me parle un peu moins. Mais à part ça, c'est génial. Oui, vous me laissez pas parler, vous tout de suite que c'est négatif, alors que finalement. 3,5, alors tu dis c'est génial. Ah, mais 3,5 c'est super, 3,5. Quand t'as mis 4,5 à Yojimbo, c'est juste 0,5 de plus. Oui, mais tu dis c'est génial, j'ai adoré 3,5. Bon. Ah bah écoute, combien de fois tu m'as dit ça, Pauline, en mettant 3,5? Je pense pas que je dise c'est génial, j'ai adoré. Bref. Oui, bah après, non, je trouve ça très bien. 3,5 c'est bien, c'est un très bon. C'est très sympa. C'est l'esthétique qui me plaît moins qui fait que je vais pas mettre beaucoup plus, mais c'est très bien. Voilà, t'aurais dû mettre 5 à Yojimbo, j'aurais peut-être mis un peu plus. Oh là là. J'ai vu Yojimbo après que t'aies vu Total Recall. Bref. C'est vrai. Ça aurait pu changer ma note. Louis, tu veux enchaîner ou vous voulez encore dire quelque chose à rajouter ou pas? Moi, j'ai plus rien à rajouter sur Total Recall. J'ai pas de questions, donc. J'espère que je t'ai pas trop perdu avec tous les. Non, en vrai, ça va, t'inquiète. Bon bah, écoute, Louis, vas-y. Attends. Allez. Alors, La Plaine des Singes, les origines. Il faut savoir déjà que je l'ai choisi aussi parce que j'adore les singes. C'est con à dire, mais vraiment, mais je te vois rire, mais c'est vraiment mes animaux préférés. Parce que là, tu viens de me donner l'image de Greg dans Malcolm avec son petit singe là qui au final essaye de le tuer, c'est pour ça. D'accord. Non, mais j'adore les singes, j'adore les chimpanzés notamment, donc qui est la race des singes que Andy Serkis incarne. J'adore les gorilles, j'adore les orang-outans, pour dire vraiment les 3 races de singes qu'il y a dans la Plaine des Singes. C'est vraiment un vrai passionné, quoi. J'adore les Wistiti, j'adore les bonobos. Wistiti, j'aime un peu moins, mais c'est. On va voir la tier list des singes. Alors, ouais, je vais peut-être faire une tier list des singes. Moi, suivez-moi sur Twitter pour ma tier list des singes. Moi, je propose une vraie tier list des singes de Louis, par contre, pour le coup. C'est faux. Je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure. Franchement, c'est beaucoup trop sérieux pour. Non, mais pour le coup, c'est vraiment des animaux que je trouve fascinants et beaux, vraiment beaux. Et le film, il les rend majestueux. Genre vraiment, il arrive, alors qu'on sait que c'est des êtres humains derrière qui les incarnent, et ils sont tellement, enfin, t'as l'impression de voir vraiment des vrais singes, quoi. Alors, peut-être. J'ai pas revu La Plaine des Singes des origines, peut-être que ça a parfois un peu vieilli, mais non, ça va dans l'ensemble. Mais franchement, quand ils ont des gros plans sur eux, dans les yeux et tout, c'est magnifique, je trouve. Mais d'ailleurs, je trouve ça assez génial d'avoir utilisé la performance capture parce que, déjà, ça permet d'avoir des émotions qui sont jouées par les acteurs. Mais en plus, dans les premiers Planètes des Singes, c'est genre c'est des humains dans des costumes de singes, vraiment, qui ont un masque de tête de singe, etc. Très joli costume quand même. Qui passe très bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un step qui a été passé. Là. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est un peu la continuité logique aussi de dire maintenant on sait faire des trucs de dingue en CGI, mais ça reste des humains qui jouent ça, quoi. Ça, c'est super. C'est vrai que
Du coup, dans la première saga, ils avaient vraiment encore plus cet aspect humain parce que du coup, ils se tiennent juste tout droit, ils ont les mouvements d'humain parce que c'est un humain avec un masque, quoi. Et là, il y a plus ce truc de bestialité singe. C'est ça. Mais quand tu lis le livre de Pierre Boulle, pour l'avoir lu, Plaine des singes, ils sont très humanisés aussi dans la description et tout. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que dans la première saga, j'aime beaucoup les films qui sont très axés sur, enfin, en tout cas, les premiers de la première saga qui sont très axés sur l'aspect plus politique. Et quand ils vont du coup sur cet aspect plus combat, ça me plaît beaucoup moins parce que déjà ils sont jamais dans les arbres parce que tu peux pas mettre des humains avec un masque dans des arbres. Donc en fait ça perd vraiment quelque chose et c'est un peu cheapos, quoi. Tu vois juste quatre technos qui sont en costume et qui ils ont des vêtements et tout dans ils sont habillés et tout. Et donc du coup c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins bien. Et de ce côté-là, moi qui adore la première saga, je trouve que cette saga sur cet aspect combat et vraiment affrontement, c'est 1000 fois mieux. Et ils ont bien fait de partir sur ça dans celui-là. Et l'aspect politique, par contre, je trouve plus intéressant dans la première saga. Ouais, je peux comprendre l'aspect politique. Elle n'est pas encore trop là. Je pense que si la saga actuelle continue, il y aura peut-être un peu plus. Je sais pas si c'est prévu. Oui, il y a un 4e film de prévu. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. 2024, je crois. Trop cool. Par Matt Reeves aussi ? Non, par Wes Ball. Le réalisateur de la trilogie Le Labyrinthe, donc j'ai un peu peur du truc. Ça pue un peu. Hein. Ça pue un peu le caca, mais après il a les bonnes bases pour travailler normalement. Il a les bases de Matt Reeves, on va voir. Tu peux avoir de très bonnes bases et puer la merde. Et du coup, ça se passerait des années après et tout, et Andy Serkis ne reviendra pas. Mais voilà. Donc pour revenir sur La Planète des singes des origines, c'est le début d'une nouvelle franchise. C'est ça qui m'intéressait aussi, comme je l'ai dit dans la première partie, dans le choix de mon film. Une franchise, un reboot, c'est un peu pareil pour Fury Road d'ailleurs, je trouve, qui est fait avec une vraie volonté de plaisir d'artiste. Genre vraiment, il y a à la fois le plaisir pour le spectateur, mais le plaisir des artistes, des acteurs, du réalisateur, enfin des techos et tout. Franchement, ça se ressent. C'est pas le reboot fait pour l'argent. En tout cas, c'est pas l'impression que ça donne. Ils ont vraiment pensé leur truc. C'est un reboot qui, en plus, veut dire des trucs. Donc c'est une saga qui n'est vraiment pas faite pour... ah tiens, le premier a vachement marché, on va faire le 2 parce qu'on veut gagner plus d'argent. Non, il y a des choses à dire. Ils ont des choses à dire. Et déjà, tout transpire dès le premier. Et donc, il y a énormément de choses à dire sur ce premier film. C'est un film sur la relation humain-animaux. Et donc, comme je t'ai dit, ça commence dans un laboratoire et tout. Ça raconte vraiment tout ce qu'on peut faire d'horrible en test sur les animaux, comment eux, ils perçoivent. En fait, on est tout le temps du côté de César, et donc des singes. D'où la fin, vraiment, d'où La Planète des singes, là où le premier film de 68, on était du côté de Charlton Heston. Là, on change complètement de camp et on prend le point de vue des singes pour comprendre pourquoi ils font ça. Et je trouve ça super intelligent, ça nous questionne vraiment sur nous en tant qu'êtres humains, tout ce qu'on peut faire sur les animaux, sur la nature en fait. Et c'est assez passionnant. C'est aussi un film sur le développement. C'est un peu même la trilogie complète, c'est un peu avoir un coming of age de César. Le premier, tu le vois grandir, et tu le vois en fait commencer la rébellion des singes. Mais c'est aussi, il s'émancipe à la fois de James Franco, parce qu'en fait il grandit au sein du personnage de James Franco, puis il s'émancipe de lui, puis il va s'émanciper des humains. Et donc c'est super intéressant, et c'est super intéressant à voir ça aussi dans l'échelle de la saga. C'est Andy Serkis disait dans une interview que César c'était le Che Guevara des singes. Oula. Okay. Et il y a un peu ça, et tout, et je trouve ça super intéressant et tout. Il y a tout le côté philo autour de la parole. Donc César s'exprime par le langage des signes au début du film. Et au moment où il va s'émanciper, le moment de la rébellion, c'est la meilleure scène de la saga. Vraiment. Ah, c'est ça dont tu parlais. Ouais, ça fait sens. Il commence à parler. Et il dit un mot. C'est le mot non.
Et en fait, il y a une philosophie qui dit penser, c'est dire non. Donc en fait, tu commences à penser quand tu commences à dire le non. Et c'est génial. En fait, du coup, il commence vraiment son émancipation, sa rébellion avec ça. Et c'est franchement, il y a. Chez Freud, la phase du non, c'est genre Ouais, 5 ans. Oui, bon, Ouais, mais Freud. Je rigole. Et c'est un film super riche autour de tout ça, de l'émancipation, de la philosophie, du rapport humain-animaux, de la rébellion aussi, de la révolution. Enfin, franchement, c'est un film très très complet. Et en 1h40, t'as énormément de choses, beaucoup d'émotions. C'est un blockbuster qui se base pas forcément sur l'action. Il y a très peu d'action dans celui-là, même dans les suivants, à vrai dire. Et qui se base vraiment dans le plus... suivant, il y a quand même un peu d'action. Ouais, mais beaucoup moins que dans des blockbusters qu'on peut voir qui sortaient à peu près à la même époque, quoi. Ah ouais, non, je sais pas, j'ai pas cette impression pour les 2 et Peut-être 3. dans le troisième, il y a quand même beaucoup plus d'action, tu me dis. Ouais. Mais le 2 et le 1, je trouve que c'est on est encore énormément sur ces relations animaux-humains. Et c'est un film assez bavard et tout, mais beau, en fait, tout simplement. Et ça fait du bien, un blockbuster qui fait parler ses personnages, qui laisse respirer ses personnages et qui les envoie pas tout de suite à la baston, quoi. Et d'ailleurs, Vraiment. je voulais revenir sur un truc de la première partie où Frigo disait que bon, finalement, je caricature, mais des fois la patte des réals on les voit pas, quoi. Et en fait, dans C'est cette reparti. non, mais en fait, je sais pas si vous avez la même impression, mais dans cette saga du coup, où on a cette trilogie où on a le premier qui est fait par un réal et le 2 et 3 qui sont faits par un autre réal, bah, je trouve quand même qu'il y a vraiment une différence, même s'il y a une uniformité dans le tout, il y a quand même une différence entre le 2 et le 3 et le Et parce premier. que Matt Reeves... Il y a une différence au niveau de la mise en scène, ouais. Je trouve que ça se sent, et tu sens vraiment qu'il y a eu un changement de réal entre les deux, quoi. Et d'ailleurs, c'est très Enfin, je sais pas si intéressant vous ce êtes que tu d'accord. dis. Je Parce suis d'accord, que... Comme souvent, Pauline. Mais... Non, mais parce que ça me fait penser à Harry Potter, où pour beaucoup de gens, le 3 est considéré comme le meilleur en termes de mise en scène. Et c'est parce qu'il est fait par Alfonso Cuarón, qui est un vrai réalisateur. Oui, complètement. C'est-il déjà le 3 Avec les prisonnier d'Azkaban. trackers, le retour dans le temps. Ok. Donc, tu vois, même là, sur des blockbusters, on arrive à quand même. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment cette impression. Après, je sais pas si voilà. mais Et je trouve que ça se sent que c'est pas la même au niveau presque de la photographie, de la c'est photographie. même pas la même chose. Hein. Ouais, on est vraiment sur. Bah oui, ok, on a changé quand même de réal et tu le sens. Et ça a je changé trouve de que caméra, quoi. Non, et je trouve que tu retrouves Matt Reeves de Dans The Batman, enfin, ou inversement, quoi. Quand tu regardes The Batman, Ouais, mais c'est c'est super intéressant aussi le changement entre le premier et le deuxième de réalisation, parce qu'en fait, il se passe plusieurs années entre les deux films. En plus, ça fait sens. Et en fait, ça fait complètement sens. Et c'est assez génial. Et on n'est pas encore dans de la post-apo, ça va être vraiment dans les suites. Le premier, on est vraiment sur les origines et on se concentre sur César. Comment la rébellion de César va commencer. Tu vois, pour faire une analogie, c'est un peu comme dans les films de zombies, où c'est le moment où tout le monde commence à être dans les magasins, à se cacher, que tu commences à voir les premiers zombies. Tu vois, c'est vraiment la genèse un petit peu de ce changement. Du coup, comme disait Louis, c'est très symbolique et c'est sur comment un individu devient un symbole pour toute une population. Et du coup, le poids des responsabilités qui va amener après. Ouais. D'ailleurs, je dirais que c'est quand même plus Castro que le Che, finalement. Parce que vu sa posture après de chef. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais il y a. Mais voilà, et c'est un film. C'est Gregorio Cortez. C'est un film qui est politique, à fond, quoi, aussi. Une saga aussi très politique. C'est quelque chose d'assez rare dans les blockbusters. Surtout très populaire, je trouve. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup moins d'aspect politique. On cherche beaucoup moins à cracher sur l'Amérique ou peu importe l'autre pays, quoi, ou un système. Là, il y a quelque chose quand même. On cherche un peu à se questionner, on cherche à questionner la société et tout. Et ça transpire pendant les 3 films. Et ça commence vraiment dès le premier. Il y a vraiment quelque chose dans le premier. Il y a plein de clins d'œil à la saga La Plaine des Singes. Donc, ceux qui connaissent la saga déjà La Plaine des Singes et que vous n'avez pas encore vu La Plaine des Singes des origines, vous allez voir plein de clins d'œil. Il y a la fusée qui décolle, donc c'est la fusée de l'astronaute qui est joué par Charlton Heston normalement.
il y a plein de petites rêves comme ça. Il tient une statue de la liberté à un moment dans les mains et tout. Mais est-ce que du coup, moi, il y a des trucs que je vais moins apprécier à cause de ça Non. ou pas? Non. Parce que c'est vraiment de l'ordre du clin d'œil Oui, c'est intelligent. indépendant. C'est du Ok. clin d'œil qui récompense le spectateur qui a déjà vu la saga, mais qui permet, qui Pénalise pas celui qui l'a pénalise pas pas vu. celui qui ne la connaît pas, et qui au contraire, si tu revois le film après avoir vu le premier, La Plaine des Singes, ça va te récompenser aussi en fait. Et du coup, tu vas voir des nouvelles choses. Et c'est agréable, tu vois. C'est un film à voir plusieurs fois. Qui est divertissant, qui est beau visuellement, enfin les effets spéciaux pour 2011 c'est vraiment très très bien fait, qui est intelligemment bien écrit, il est politique, il est super bien joué, pour revenir sur Andy Serkis en performance capture, il est majestueux, vraiment il est très très bon acteur, et on ne voit pas son visage et pourtant tout passe dans sa performance, il est très très fort. D'ailleurs, les vidéos de making-of, c'est des dingueries. Ah ouais. Où du coup, tu vois Andy Serkis faire le chimpanzé avec des capteurs de partout sur lui. Et tu vois comment il est à l'aise avec son corps pour faire des mouvements animaux, quoi. Pas pour rien qu'il a fait Gollum avant et Ouais, et que dès qu'on a besoin d'un mec pour mettre le capteur sur sa gueule, c'est lui, C'est quoi. Andy Serkis. Ah, mais c'est incroyable. Ouais, non, il est fort. Il est très fort, et puis voilà, je sais pas grand chose de plus à dire sur mon film. C'est déjà pas mal. À part que c'est un banger, quoi. Vraiment. Très bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc c'est dommage de regarder le 1 et de pas continuer. Parce que le 2 et le 3 sont encore mieux. Frigo. Ah ouais, mais bon. Justement, Frigo, je pense que ça va te donner envie de regarder le reste de la saga. Par contre. Écoute, on verra après. Pour cet été, le petit blockbuster de l'été de Frigo. Ouais. Quand on aura arrêté de lui donner du travail. Voilà. T'as des choses à rajouter, Pauline, ou pas? Non, moi j'adore le film, je l'ai vu au moins 4 fois. Ok. Voilà. Je suis en train de réfléchir, moi j'ai des questions, mais en vrai je pense pas tant que ça. Ouais, non. Ok. Et si, allez, j'en ai juste une. Allez. Mais du fait que là tu dises en fait je pense que t'as déjà répondu à la question, mais vu que du coup la première saga c'est du côté humain et que du coup cette saga là c'est du côté animal, est-ce que quand même il y a des enjeux ou des fils de narration que je vais pas avoir du fait que j'ai pas vu la saga précédente? Non, du coup. Du tout. Ok. Bon j'ai pas plus de questions. Et Tu veux enchaîner des cas? On va passer à moi. Allez. Je vais être honnête, j'ai pris très peu de notes. Et je viens de relire ma première ligne de notes qui est la mise en scène de Bâtard de l'espace. Bon, partons sur ça. Eh ben nickel. Alors, Ouais. que dire? Mais je pense que c'est assez vrai. Je pense que j'ai un peu dit les termes. Oui. Pour le coup. En gros, Genre vraiment. c'est un blockbuster. En fait, c'est quoi? On va partir des critiques que certains font au film, qui est, oui, mais enfin bon, Fury Road, c'est juste un aller-retour, quoi. Entre un point A, un point B, un point B, un point A. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire. Alors, pour le coup, le plot, il peut tenir sur un post-it. Mais putain, c'est le meilleur aller-retour de l'histoire du cinéma. Le plot, c'est sur la post-it, mais pas le scénario. Et là, il y a la différence, parce que moi, ceux qui me disent, il se passe rien, pas de scénario dans Mad Max Fury Road, eh ben, vous me faites bien rigoler, les petits potes, parce que sur un film de 2 heures, quand on s'ennuie si peu, c'est que le scénario il est bien ficelé. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a une petite référence aussi à Florent Bernard dans le podcast, mais qui le dit souvent, c'est que par exemple, même pour Avatar, on dit souvent oui, mais il n'y a pas de scénario. Mais quand tu passes 2 heures devant un film, que tu vois pas le temps passer et que tu kiffes, c'est que le scénario il est béton. Et les gens confondent beaucoup rythme histoire est bien, et scénario. Oui. Donc voilà, l'histoire, même si elle est simple, elle a plusieurs grilles de lecture. Mad Max Fury Road, c'est pas juste un aller-retour. Mais il y a pas beaucoup d'aspects politiques dans Mad Max aussi, mine de rien. Si, il y a beaucoup d'aspects politiques. Le premier Mad Max, je sais pas si tu voulais en dire un mot. Non, plus tard peut-être, mais vas-y. Le premier Mad Max a été fait plus ou moins après la guerre du Kippour, je crois. Je sais pas, j'ai pas les dates. Donc c'est début des années 70. Et en fait, c'est pendant où le pétrole et l'essence montent en flèche en termes de prix et tout. Et George Miller, en fait, il a l'idée d'un monde post-apo où l'essence est super rare. Et du coup, où tout le monde roule, il n'y a plus de ville. Et en fait, le truc le plus nécessaire au monde, c'est de rouler et en fait d'avoir de l'essence. Et du coup, ne serait-ce que ça, il parle déjà de quelque chose de très politique. Et c'est pareil, du coup, dans Fury Road, sauf qu'il remplace l'essence avec de l'eau. Ouais. Et du coup, voilà. Puis toi qui aimes bien. Mais il y a les aussi voitures. un enjeu d'essence dans Fury Road.
Oui, aussi, oui. Oui. En fait, c'est un jeu autour des ressources, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment, on parlait de fascisme, mais c'est vraiment un système autoritaire avec une accaparation des ressources par une figure autoritaire du coup qui est Immortan Joe et qui tient sa population par la violence et en leur privant d'eau. Enfin, tu vois juste une scène, bon c'est au tout début du film, où il ouvre les vannes, l'eau tombe et tout le monde se jette sous l'eau avec des paniers et des seaux et puis il referme l'eau et voilà. Et c'est vraiment, et comment ils appellent ça? Je crois qu'ils donnent un nom à l'eau, l'aquacola. Est-ce qu'il y aurait une référence au capitalisme? Alors là, je pense pas, non. Je pense pas qu'on pourrait aller jusque-là. C'est pas très évident. Non. Et la scène est d'ailleurs très violente, parce que dans mes souvenirs, ils se battent après. Enfin, les gens, ils se battent et tout, ils se marchent dessus. Enfin, c'est vraiment assez violent. Tu sens qu'il y a un truc aussi, parce que si l'eau manque, tu la balances pas comme ça pour que les gens viennent les prendre juste avec un seau d'eau. Ça n'a pas de sens, la moitié par terre. Donc, il y a vraiment un truc, enfin, voilà. Mais donc, du coup, en fait, c'est un aller-retour, comme je le disais. Et en fait, tout est au service de la mise en scène. Et de cet aller-retour du coup. En fait, tout le scénario est au service de ce que veut faire George Miller dans sa mise en scène. Il a beaucoup agi sans effets spéciaux. Enfin, il y a beaucoup de cascades techniques, de prise de vue réelle. Prise de vue réelle. Ça se sent. Et c'est. D'ailleurs, on parlait de making-of, mais tu regardes les vidéos du making-of de Fury Road, tu pètes ton crâne. Je l'ai pas vu. Par contre, genre, tu vois des dizaines de voitures et de camions qui avancent, mais vraiment genre à toute vitesse, avec des grues caméras qui sont genre en train de bouger, rattachées aux voitures et tout. Ah ouais, non mais c'est n'importe quoi. T'es là en mode, mais par genre, contre, comment t'arrives à orchestrer ça, quoi. Le film est très bien fait et tout. Il a été tourné dans le désert de Namibie. Mais par contre, gros catastrophe écologique. Ah ouais. En termes de voitures, de déchets, énormément. Ah bah j'imagine pas. Et de les explosions aussi, enfin ça avait créé de la fumée et tout, très polluante, dans un désert qui n'avait pas connu ça en fait, tout simplement. Ça a été énormément critiqué à la sortie. Et George Miller, le sait et tout, il a avoué, et, il pouvait pas faire autrement. Mais voilà, gros, c'est un film qui est surtout malheureusement. Quand t'as un peu un propos sur les ressources et tout, tu viens niquer un désert. Mais voilà, le retour de la médaille, c'est que c'est écologiquement parlant, le tournage c'était une catastrophe quoi. C'est pas la première fois que j'entends ça en vrai. Je sais que Hollywood, vraiment Hollywood est connu pour détruire, mais réellement détruire tous les espaces verts où ils vont. Et il me semble que la Réunion, je crois, ou la Martinique, ils y vont grave souvent. Et c'est des catastrophes sur des catastrophes. Ils en ont rien à foutre. Et vu que c'est Hollywood et que ils pèsent, et tu peux rien faire. Il y a ça avec les séries aussi. Je fais une petite parenthèse aussi, mais avec les séries et notamment Game of Thrones. La première saison avait été tournée en une partie à Malte et en fait ils ont détruit. Alors, faisant exprès, sans faire exprès, en fait, il y avait beaucoup de chevaux, notamment, et beaucoup de déplacements d'équipes, et ils ont détruit, en fait, l'écosystème, plus ou moins, d'une partie de l'île de Malte, et Malte a dit, hop, vous revenez plus sur notre île. Et du coup, pour les autres saisons, ils ont dû changer d'endroit où tourner. Ok, bon, je savais pas ça, je changeais de film, du coup. Non, mais enfin, bon. C'est à savoir, en tout cas. Mais voilà, je savais pas. Après, ça change pas que le film soit un banger. Oui, non, mais bien sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Mais oui. Mais que dire, quoi. C'est incroyable. Enfin, au niveau visuel et auditif, je pense que tu vas kiffer au niveau du son. On est sur quelque chose, c'est grandiose, quoi. La musique, quoi. C'est le genre de film, que t'as envie de voir au cinéma. Il y a peu de films où vraiment. Il y a beaucoup de films où je peux comprendre, si t'as une bonne télé chez toi, etc., il n'y a pas de problème, ça peut faire l'équivalent. Mais par exemple, sur des films comme ça, où il y a techniquement tellement de choses, quoi, c'est au cinéma. C'est un de mes meilleurs souvenirs de cinéma où j'avais jamais vécu ça, mais les sièges ils tremblaient tellement le son était incroyable et tout. Enfin, t'avais vraiment l'impression d'être dans ce désert, dans cette Fury Road, en fait, vraiment. Dans une furie de ouf. Et quand je l'ai revu en DVD chez moi. Ouais, en DVD, oui. Oui, écoute, c'est décevant. À l'époque, j'avais pas de lecteur Blu-ray surtout. Et c'était pas la même chose. Le film est très bien, mais effectivement, c'est. Moi, j'ai beaucoup regretté de ne pas l'avoir découvert. Je pense que ça va être le gros point négatif quand tu vas le voir, c'est le fait de pas pouvoir le découvrir au cinéma. Après, j'ai quand même un peu de matériel. Je veux pas faire le mec, mais le son n'est pas au niveau image.
Ouais, mais disons que j'ai un système son assez puissant pour faire trembler ma pièce. Ouais. Du coup, je peux déjà ressentir beaucoup plus que ce que peut-être vous avez pu voir sur vos télés, vrai, tu vois. Ouais, mais visuellement, c'est quand même. Visuellement, Je crois pas, hein. Les petits écrans, des fois, ils ont des très bonnes qualités. Hein. Après, non, en vrai de vrai, faut pas sous-estimer ça. J'ai l'habitude de voir des trucs sur cet écran, je peux dire quand des trucs qui sont beaux et je sais apprécier des trucs qui sont beaux sur un écran aussi petit, tu vois. Mais c'est même pas spécialement beau, c'est plus pour l'immersion, je pense. Enfin, moi, je l'ai vu en bonne qualité et tout le film, mais c'est juste que j'aurais grave aimé être vraiment dans l'immersion totale sur grand écran et tout. Ah, je peux comprendre. Après, ça va pas non plus changer énormément. Non, je pense pas. Après, vas-y. Non, mais si je peux émettre une petite réserve sur ce que vient de dire Deka, c'est que au niveau du son, moi j'ai trouvé la musique assez omniprésente. Et c'est-à-dire que t'as une musique épique tout le temps quand ils sont en train de faire la course-poursuite, soit vraiment 95% du film. 80. Ouais, ok. Et c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans Mad Max 2, qui pourtant est mon deuxième préféré de la saga. Enfin, je trouve que c'est le meilleur de la trilogie originelle. Complètement. C'est que... ouais, tu sens qu'il y a de la tension, quoi. Parce que la musique, elle appuie la tension, mais genre tout le temps. Et parfois, ça me dérange un peu en mode qu'il y ait autant de musique qui te matraque que, ouais, là, c'est la tension, il y a de la tension. C'est drôle parce que moi, j'ai presque eu le truc inverse. Où des fois, j'avais. Après, c'est pas aussi parce que mon système son est du coup dégueu. Mais des fois, j'avais vraiment l'impression, j'ai envie de dire, mais vas-y, mais pète-moi les oreilles, quoi. Vas-y. J'avoue que. Le guitariste, t'as envie de le voir plus. T'as envie de le voir plus, t'as envie que ça pète, t'as envie que ça. Et bon, après, c'est dû à mon système son, et c'est pour ça que, aussi, dans une salle de cinéma, avec le son et la salle qui tremble et les chaises qui tremblent, ça doit jouer vraiment de ouf, quoi. Ouais. D'ailleurs, après, il y a beaucoup de choses qui sont pas différenciables, mais je sais pas, mais déjà, il y a un truc, mais pour parler du son, à proprement parler, mais quand tu passes sur un support CD, que ce soit Blu-ray ou DVD, déjà, t'as de la compression, donc t'as de la perte. J'ai pas vu en CD. Hein ? Je l'ai pas vu en CD. Tu l'as vu en streaming ? Ouais. Bah, c'est encore pire. Ouais, non. Non, je te jure que c'est encore pire, parce que du coup, en fait, la bande passante est réduite et tu perds quasiment la moitié du son, en fait. Mais non. même en téléchargement. Hein. Bah, après, ça dépend... Enfin bon. Bah si, parce que non, mais je te jure, les fichiers cinéma, c'est des fichiers qui sont vraiment très spécifiques. Oui, bien sûr. Et où, effectivement... un fichier uploadé sur... En fait, c'est les fichiers des Blu-ray. Hein, non, mais tu pourras jamais être au niveau de la salle, c'est sûr. Oui, mais je sais. Tu peux quand même avoir... Bah, tu peux pas avoir mieux qu'un Blu-ray. Non, en vrai, non, les formats de diffusion, ils sont différents parce que c'est des dossiers non compressés. Et du moment que c'est mis sur des supports autres, c'est du dossier compressé, du coup, t'as de la perte. Du coup, déjà, tu perds beaucoup de son. De toute façon, c'est ce que je disais, quoi, c'est que c'est dommage. Mais après, aussi, on en avait parlé un peu en off, mais du coup, j'avais pu étudier un peu des scènes du film d'un point de vue son, et en vrai, niveau mix, ils ont dû en chier un truc de fou. Parce que en vrai, niveau son, ça respire jamais. Ouais, mine de rien, mais c'est super bien fait, quoi. Mais c'est ce que je me souviens. C'est assez génial le fait que même le moteur des voitures soit en adéquation avec la musique et tout. Franchement, c'est beaucoup trop fort. Il a vraiment pensé tous les éléments de son film. Le truc, c'est que je crois même la musique est rythmée au fil de l'image, en mode les cuts sont sur des moments de la musique et la musique répond et machin. Enfin, c'est vraiment le rythme, musique et image et son en général est vraiment poussé. C'est une expérience complète, j'ai envie de dire. Ouais. Mais là, tu vois, où par exemple le film de Louis est un remake, un reboot, le film de Pauline est une adaptation. Je sais pas pour Mad Max, mais je crois que c'est... Non, c'est une suite de sa trilogie. Oui, mais c'est un univers créé par lui ou il y a une référence ? Non, c'est créé par lui. Ouais, donc c'est un univers original. Mais c'est trop bizarre, les Mad Max, parce que chaque Mad Max est quasiment le remake du précédent. Parce que donc, le premier est très différent déjà du reste de la saga. T'as le 2, The Road Warrior, qui est génial et qui se rapproche le plus de l'image de ce qu'on peut se faire d'un Mad Max. T'as le 3, il invente tout un lore autour de Max, mais qui n'est plus du tout le même que dans le 1. Ok. Et plus trop le même que dans le 2. Et t'as le 4, où on sait même pas d'où il sort ce Max. Et en fait, t'as même pas besoin de savoir qui il est. Ouais, on s'en fiche. Et je trouve ça assez fort aussi d'avoir fait un film comme ça, où ça s'appelle Mad Max,
tu connais rien du personnage principal et t'as pas besoin de le connaître. Mais tu connais très peu des personnages tout Il court. refuse un peu de dire son prénom. Oui, il le dit qu'à la fin. Mais on le sait, enfin, je veux dire. Oui, non, mais Mais Nous, c'est on un sait. film qui marche très bien, enfin même avec ses personnages, il y a pas besoin de plus quoi. Ouais. Je trouve. Et je sais plus exactement ce que je voulais dire. Mais on donc peut du coup, parler oui. de Ah oui, pardon. Ce qui est super intéressant, c'est quand je trouve des réalisateurs arrivent à créer des univers originaux. Et là, dernièrement, on a eu Avatar, qui a été créé par James Cameron avec tout un univers original. Et c'est super cool, quoi, parce que c'est bien de refaire des choses, mais c'est cool quand c'est original. Et là, Fury Road, on est vraiment sur un truc complètement original. Et je trouve que c'est absolument magnifique. Graphiquement, les idées sont trop cool et ça paraît tellement simple. Et en même temps, tellement complet. Et Miller, c'est un papy et il te sort le blockbuster du siècle. Ah ouais. Et en plus, ça s'inscrit dans une saga, Fury Road, mais c'est à la fois quelque chose de nouveau par rapport à la saga. Genre, il a réinventé sa propre saga. Oui. Genre, Oui, c'est pour ça que c'est pas c'est très hyper grave fort, de pas avoir vu les autres. Genre, bravo, Papy Miller, quoi. Vraiment, il est très fort. En plus, il avait fait l'ouverture du Festival Le Cannes et tout. Et Pierre Lescure, il avait saucé le film, il avait adoré le film. T'imagines, moi je sais, enfin, C'est t'arrives fou, à Cannes, ouverture, tu vois ça? Tu vois Mad Max Fury Road. Waouh, tu peux rentrer chez toi, t'as fait Cannes de ta vie. Hein. Bah, je pense, ouais. Ah ouais, vraiment. Et donc voilà, c'est bon. Finalement, on a beaucoup discuté et il y a encore tellement de choses à dire, que ce soit sur la représentation juste des femmes dans ce film. Oui. Il y a souvent ce cliché de dire oui, c'est une femme forte et bon, finalement, c'est toujours un peu nul de dire ça et ça n'a pas trop de sens parce que c'est des clichés et c'est pas très intéressant. Mais là, on a vraiment des personnages féminins qui sont tellement cool. Ouais. Et que ce soit Furiosa, que ce soit Même les autres, toutes les femmes d'Immortan Joe. D'ailleurs, justement, au début, tu peux te dire c'est un peu les victimes que elle vient sauver en mode elles ont pas trop leur mot à dire, tu vois. Ouais. Et en fait, elles s'émancipent toutes de ce statut de victime pour avoir leur rôle dans l'histoire et elles sont ultra cool. Ouais, et elles prennent même le pas sur Mad Max finalement. Ouais, il est très peu présent au final. Lui, en fait, il se retrouve là, un peu au milieu, et bon, bah voilà, mais c'est pas lui, en fait, qui fait l'action, quoi. Pas tout le temps, en tout cas. Et ça, c'est vraiment... C'est trop cool, quoi. Enfin, la réception critique du film a été aussi... c'était un succès incroyable. Donc, écoute, t'as dit le ratio coût, ce qu'il a rapporté? Alors, non. Mais je peux le dire. Il a coûté 155... Oula, attends, il y a une fourchette entre 155 et 185 millions et il a apporté 415. Ouais, donc on est encore sur... Et encore plus cher. Encore plus cher que les après, il y a ceux de aussi Louis et moi. qu'ils sont plus récents. Et donc, Et l'inflation, il y a tout, ça augmente. C'est vrai, hein. Donc voilà. En fait, il y a tellement de trucs à dire et j'ai l'impression de finalement avoir rien dit sur le film. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une expérience qu'il faut vivre, quoi, et que finalement... un petit peu... Comme Hardy, charisme de zinzin. Ouais, après, il expérimente aussi beaucoup au niveau de l'image et du son. Ouais. J'avais une question d'ailleurs sur Tom Hardy. Je sais qu'il est quand même pas mal controversé. Ah bon? Je crois pour Venom, tu vois, en termes de jeu d'acteur ou voilà. Je sais pas où ça se situe. C'est simple. Tom Hardy dans Venom, c'est le seul point positif de Venom. Il a les cheveux dans un film de merde, quoi. Ouais, c'est tout. Et il est très bon en fait dans ce film de merde. Mais je kiffe cet acteur. Moi, c'est un acteur fétiche. Je l'ai redécouvert dans Peaky Blinders. Je me suis pris une gifle tellement il joue bien. Et du coup, je voulais quand même savoir si il brillait encore. Il est très bon. En plus, c'est tout par les enfin, il parle peu, quoi. Il parle peu, mais sa voix est un peu trafiquée, si je dis pas bêtise. Quoi? Sa voix, elle est un peu trafiquée. Je sais pas. C'est pas, je sais pas, il a une voix tellement rauque et tellement... Ah oui, non, mais c'est Tom Hardy. Non, mais là, je n'ai vu des trucs avec Tom Hardy, moi, mais il me là... semble pas. Hein. Enfin, il manipule sa voix très bien. Il manipule vraiment très bien. Parce que j'avais aussi cette impression que des fois, les voix étaient un peu trafiquées dans Mad Max. Alors peut-être que je me trompe. Ah, je sais pas, mais j'ai eu cette impression. Au pire, je te le dirai dans le retour. Tu me diras. Si tu veux. Ouais, mais note-le pour pas qu'on oublie. Hein. T'as oublié de dire un truc. Enfin, Tom Hardy reprend quand même un rôle cultissime de Mel Gibson et il le reprend super bien. Genre vraiment, à la fois il limite pas Mel Gibson, il décide de pas forcément faire vraiment comme lui, et à la fois tu retrouves des mimiques du Max de Mel Gibson. Enfin, vraiment, il a réussi à trouver le juste milieu qui est vraiment très très bon. Et on parle, Charlize Theron, elle est magnifique pour aussi moi, dans le film. Quoi. Franchement, elle est fabuleuse, quoi. Et son personnage est super bien écrit, et c'est pour ça que George Miller fait un film sur elle, je suppose.
Furiosa. Ouais, il n'y avait pas une histoire comme quoi il a été annulé. Ouais, mais je crois que finalement non, et que c'est finalement Wasteland qui était annulé, mais finalement non. Je sais pas. On va prendre au jour le jour avec Mad Max. On attend, mais je crois que George Miller avait eu le Covid et tout aussi, du coup. Oui. Du coup, juste avant Cannes, où il a présenté 3000 ans. Ouais, en plus. Enfin bon, bref. Je voulais juste revenir sur Mel Gibson, vite fait, petite anecdote. En gros, à la base, George Miller, il a pensé Fury Road vraiment dans la continuité de ses autres Mad Max. Du coup, il voulait reprendre Mel Gibson pour le rôle de Max. Bon, il y a eu du temps qui s'est passé. Mel Gibson, il a vieilli. Il s'est dit, ouais, bon, en vrai, peut-être changer parce que ça passe moins bien. Du coup, il y a eu un recast et il me semble que c'était pas de base Tom Hardy. Enfin, comme souvent pour des rôles, il y a eu plusieurs acteurs qui ont été envisagés. Et à la base, Mel Gibson devait faire enfin, il y avait des rumeurs, du moins, que Mel Gibson devait faire un caméo dans Fury Road. Et en fait, ça a été démenti plus tard par George Miller qui a dit non, en vrai, ça aurait été sympa, mais désolé, c'est pas le cas. Et du coup, voilà, peut-être un jour un caméo de Mel Gibson dans un prochain Mad Max. Miller. Je crois que le film a eu pas mal d'Oscars aussi, non? On a eu ouais, sur les Oscars techniques, énormément. Ouais. C'est un sacré film, quoi, putain. Ouais. Ouais, je trouve que c'est mon film préféré de 2015. Hein. Ouais. Franchement. Et tu vois, on dit qu'il a révolutionné le blockbuster, et j'aurais aimé qu'il le révolutionne encore plus parce que. Bah, c'est ce que j'allais dire. Quand il est sorti, il y a énormément de monde qui ont dit le film révolutionne le blockbuster. Tu vois, enfin quelqu'un qui, à notre époque, fait un blockbuster intelligent, bien fichu, où tu vois que les moyens ils sont pas partis en fumée, quoi. Ah oui, c'est ça. Je te coupe, mais t'as l'impression que tu vois chaque centime dans le film. Ouais, complètement. Et en fait, du coup, beaucoup de gens disaient ça va amener toute une nouvelle vague de blockbusters grâce à Fury Road. Et là, on est quand même à 8 ans de la sortie du film. Ça se compte sur le doigt d'une main, tu vois, les blockbusters filiation de Fury Road. Il y a peut-être le dernier Mission Impossible. Non, puis il y a certains aspects plus de la narration qui ont été repris, que ce soit par exemple la place qu'ils donnent par exemple à des personnages féminins et tout, ça a été repris un peu, ou d'autres films ont essayé de donner une place à des minorités ou quoi, là-dessus, par exemple on pense à Black Panther, alors même si ça n'a absolument rien à voir, ça peut jouer aussi, mais c'est vrai que je trouve que c'est tellement léger contrairement à ce qu'il aurait dû faire, mais c'est un peu la même chose avec Avatar quand Avatar était sorti. Ah oui, bien sûr. Et en fait, à chaque fois, on a un blockbuster qui arrive. On dit, et en fait, au final, et en fait, non. Avatar, le seul mec qui a pu dépasser Avatar, c'est James Cameron en faisant Avatar 2. Et là, peut-être que le seul mec qui va faire mieux que Fury Road, ça va être George Miller en faisant Furiosa ou Wasteland. Ouais. Voilà. Je dirais quand même que le Chapeauté 2 a foudroyé Avatar 2. Non, je crois en termes d'entrée au ciné et tout, en vrai. C'est vrai que je vois plus Avatar 2, mais je vois toujours le Chapeauté. Il est encore au cinéma. Enfin, je crois qu'Avatar 2 est dans les 5 plus grands. Non, mais je sais, je rigole. Mais je veux dire, en termes de longévité, par contre, au cinéma, le Chapeauté, c'est hallucinant. Parce que je pense que le Chapeauté, c'est le film que tu peux mettre le week-end. Oui, c'est tout public, tu vois. Mais je veux dire. Il passe pas tous les jours, je crois. Avatar, ouais. Et puis Avatar, il fait 3 heures. Et Avatar fait 3 heures. Avatar, ça demande beaucoup de 3D, ça demande des salles compliquées, donc c'est plus compliqué de le laisser. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu regrettable qu'il n'y ait pas eu justement ces filiations de Fury Road un peu plus évidentes, on va dire. Bah ouais. Mais ouais, non, en vrai, je sais pas si vous en comptez. Moi, je compte le dernier Mission Impossible. Je l'ai pas vu, mais je dirais Top Gun. Le dernier. Top Gun. Après, Top Gun, c'est aussi un peu l'enfant de Top Gun 1. Enfin, oui, bien sûr. Certes, avec. En vrai, je dirais La Planète des Singes aussi. L'affrontement et même suprématie, tu vois. Il y a un truc. Il y a un blockbuster. On cherche pas. C'est pas le blockbuster. En fait, c'est pas des blockbusters qui cherchent à faire de l'argent, quoi. Peut-être Logan, pardon. Peut-être Logan, Logan côté Marvel, oui. Un petit peu, tu vois. Mais c'est des blockbusters qui sont faits, je trouve, avec une vraie passion d'auteur. Et qui ont compté, comme tu disais, chaque centime pour faire leur film. Et ils en ont donné les moyens, quoi, de mettre chaque centime dans leur film, et ça fait du bien. C'est ultra rafraîchissant dans le paysage du blockbuster américain, quoi. En termes de création originale, pour le coup, enfin tous ceux qu'on a cités là, c'était des trucs, soit des suites, des remakes et tout. En termes de création originale, c'est rare. Création originale avec un tel impact. Aujourd'hui, Avatar et lui, donc c'est quand même à saluer, surtout quand elles sont aussi complètes et aussi stylées que celle-là. Puis t'aimes bien les voitures.
Les films de voiture. Oui. Parce que les voitures ou les films de voiture? Non, en vrai, j'aime bien les voitures. Je suis un peu un Jackie. Ah oui, je l'avoue. Je savais pas. J'ai pas assez d'argent pour avoir une voiture tunée, c'est tout. Sache-le. Ouais, je savais pas ça. Ah ouais. Vous verrez comment il conduit aussi. Il se croit dans Fast and Furious. Bah, n'abusez pas. Non, ça va. J'ai pas assez de chevaux sous mon moteur. Mais voilà, donc du coup, de ce côté-là, je pense avoir toutes mes chances avec Fury Road. Moi, je tiens à dire, tu vas galérer, Frigo. Ouais. Bon courage. Bah déjà, on est sur 3-10 sur 10, film oui, jouissif, oui, hyper agréable. Ah oui, non, mais en choisir un film là. Ah ouais, non, bon mais courage. tranquille. Je commence à être habitué. Ouais. Mais là, je crois que c'est vraiment, pour la première fois, on a vraiment 3 films vraiment au coude à coude. Je trouve. C'est arrivé pas mal de fois dernièrement où j'avoue que j'avais aucune idée de ce que. Non, en vrai, Frigo allait dernièrement, choisir. c'était compliqué. Enfin, là, je vais pas vous mentir, c'est le même ordre que le premier round, comme l'épisode précédent. C'était Louis, en premier, Louis et... Ah non, c'était Louis. Au premier round, là, on est vers Louis et toi. Voilà. Enfin bon, j'ai l'impression que j'aurais pu dire tellement plus sur ce film, mais ça sera déjà très bien. Après, est-ce que tu veux ajouter quand même quelque chose avant de changer Regardez-le, c'est génial. Ouais. C'est voilà. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est excellent. Ok. Mais on a 3 films vraiment excellents là. Pour le coup. Bon Donc courage. voilà. Ok. Si cet épisode vous a plu et si vous appréciez le podcast, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter, Studio 7 Pod, sur Letterboxd, Studio 7, sur lequel vous pourrez retrouver la liste qu'on a fait au début de semaine, et puis toutes les listes de tous les thèmes. Enfin bon, vous commencez à connaître un petit peu le topo. Mercredi, vous pourrez noter votre film préféré des 3. Donc on est pressé de savoir un petit peu votre avis. Et puis voilà, le podcast est affilié à l'association Super 7. On vous invite à aller sur le site super7.fr pour voir un peu tout ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous pouvez adhérer à l'association pour nous soutenir. Et si vous pouvez mettre un message, dites bien que l'argent doit revenir à Studio 7. et donc voilà, parce que ça nous aide énormément. On va peut-être faire le tour aussi, pour que tout le monde se présente. Je vais commencer, ce sera plus simple. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, DK24, _ et sur Letterboxd, DK24. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à @frigobits, frigo comme un frigo, bits BEATS. Sur Instagram à @AL_SIIM et sur Letterboxd à frigo_. Magnifique. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter à @polynôme_8, sur Instagram Pauline_8 Janon, J-A-2-N-O-N, et sur Letterboxd à Melvin Yodal, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Et toi, Louis? Et moi, on me retrouve sur Twitter, Instagram et Letterboxd à @loulou_8 McDuck. Voilà, la semaine prochaine, du coup, c'est le dernier thème de cette saison. Un petit indice là. Petit indice sympa, facile. Il y a Cocorico, quoi. Ouais. Mais c'est très facile. Mais enfin bon, voilà. Et puis, je me demande bien de quoi tu peux parler. Et on va parler des coques sur le prochain épisode. Wow. Et donc voilà, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Cut.